Je me présente, je vais être une de vos tutrices de pharmacie pour cette année. Donc aujourd'hui, on va voir le cours sur les eaux pharmaceutiques. Donc vous inquiétez pas, c'est un cours qui est de mémoire assez facile et vous inquiétez pas, les QCM sont très abordables. Surtout que c'est un cours très intéressant parce qu'on va vraiment rentrer dans la formulation du médicament, le processus de fabrication qui entre en jeu. Donc c'est vrai que ça peut être un cours très intéressant, surtout, on va pas se mentir, si vous êtes intéressé par la filière, c'est vrai que ça peut aider. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des questions concernant la filière pharmacie, que ce soit au niveau des débouchés du métier du pharmacien, de la fac, de la vie étudiante à Marseille, n'hésitez pas, je suis sûre que mes co-tuteurs ou moi, on serait ravis de vous répondre. Donc voilà, petit aparté fini, et puis on va passer au cours. D'abord, c'est quoi une eau pharmaceutique? Et ben en fait, une eau pharmaceutique, c'est une eau ou solution purifiée qui va servir à la formulation de médicaments. Comment on en fait? Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On en obtient en fait par des opérations de séparation comme la filtration, la permutation, l'osmose inverse et la distillation. On va approfondir tout ça. On va commencer par la filtration. On va voir qu'il y a deux définitions de la filtration, d'un point de vue chimique et d'un point de vue pharmaceutique. Faites attention aux pièges QCM, évidemment, à ne pas inverser les deux. Donc d'abord, d'un point de vue chimique, la filtration, c'est séparer au moyen d'un réseau poreux avec un filtre une substance solide ou liquide retenue par cette surface d'une autre substance liquide ou gazeuse capable de la traverser. Donc maintenant, d'un point de vue pharmaceutique, la filtration, c'est une opération qui a pour but de séparer les contaminants particulaires ou microbiens d'un liquide ou d'un gaz à l'aide d'un milieu filtrant poreux. Donc le liquide résultant de cette opération se nomme filtrat. Quels sont les objectifs de la filtration? En fait, il faut savoir que dans une solution, il peut y avoir des particules. Ces particules peuvent être soit d'origine externe, soit être présentes directement dans le solvant, soit être des particules métalliques ou plastiques qui proviennent des procédés de fabrication et surtout des mélangeurs. Donc purifier une solution, c'est en fait éliminer toutes les particules solides qu'elle renferme. Donc il faut savoir que toutes les formes pharmaceutiques doivent être filtrées avant conditionnement. Et il faut filtrer non pas pour éliminer, mais pour recueillir les particules solides en suspension. Donc maintenant, on va voir les mécanismes de rétention pour cette filtration. Donc d'abord, on va avoir le criblage ou tamisage. Donc c'est un phénomène mécanique dans lequel le filtre retient les particules dont la taille est supérieure à celle des pores du réseau. Donc si on a une accumulation de particules dans le filtre, le risque c'est qu'il y ait colmatage et du coup que ça entraîne une baisse du débit de filtration ou un arrêt total de l'écoulement du filtrat. Pour contrer ce phénomène, on peut donc prévoir soit de faire un pré-filtrage, soit de prévoir une surface importante de filtre, de sorte qu'il soit plus dur à colmater et que ça mette plus longtemps. Ensuite, on a aussi des mécanismes d'adsorption qui vont rentrer en jeu. Cette fois, c'est un phénomène physique avec la rétention à l'intérieur d'un réseau de canaux et de particules de taille, cette fois, attention, inférieure à celle des pores. Donc les particules sont retenues par des forces électrostatiques qui ont une interaction avec le filtre. Qu'est-ce qui peut venir perturber ce phénomène d'adsorption? Et déjà, il faut savoir que l'adsorption diminue avec le débit, donc on va favoriser un débit plus faible. Les variations de pression aussi peuvent créer un risque de désorption. Et aussi, il peut y avoir des phénomènes de compétition entre particules adsorbables.
Enfin, on va avoir l'effet d'inertie. Donc effet d'inertie, c'est quoi? C'est quand les particules vont être retenues en fait dans des recoins de substances poreuses. Donc c'est un effet qui est dû plus à la géométrie du système filtrant et qui peut être influencé par le débit de filtration. Logiquement, plus le débit sera fort, plus l'effet d'inertie sera faible. Maintenant, on va regarder les caractéristiques d'un réseau. Donc d'abord, il faut savoir qu'un filtre ou réseau filtrant est défini par sa porosité et son débit. Donc la porosité dépend du diamètre des canalicules ou pores. Et le débit est calculé par approche théorique donnée par la loi de Poiseuille. Donc voilà la formule ici. Du coup, vous inquiétez pas, normalement il n'y a pas de calcul à faire avec. Juste apprenez cette formule pour connaître les facteurs dont dépendent les variations de débit. Mais si je ne me trompe pas, vous la connaissez déjà, vous l'avez vu en biovisio. Ensuite, on va regarder les matériaux qui peuvent entrer dans la composition d'un réseau de filtration. Donc c'est à lire, enfin vous le lirez quand vous aurez ma fiche, mais vous prenez pas la tête dessus. Donc on peut avoir des matériaux naturels, synthétiques ou semi-synthétiques qui entrent dans la création d'un réseau, comme les fibres de cellulose, les plastiques, les bougies ou les verres frités. Donc pour vérifier qu'on a eu une filtration efficace, on va exécuter des contrôles de filtration. Il y en a de deux types. Il y a ceux qu'on fait pendant la filtration et ceux qu'on fait après la filtration. Donc pendant la filtration, on prend la mesure du débit, la mesure de la pression en amont et en aval du filtre, parce que s'il y a une brusque variation de pression, ça voudrait dire que le filtre est endommagé, altéré. Ensuite, après la filtration, on va plutôt faire des contrôles comme le point de bulle, l'absence de particules en suspension dans le filtrat, la non-adsorption du principe actif sur le filtre, et aussi on vérifie qu'il n'y a pas d'impuretés solubles apportées par le filtre. Donc on va maintenant passer à une autre méthode séparative qui est la permutation. Donc la permutation, il y en a de deux types, permutation simple ou bipermutation. Donc on va commencer par la permutation simple. Donc la permutation simple peut être réalisée grâce à des résines naturelles, les éolites, ou synthétiques, les permutites, qui permettent des échanges entre sodium et calcium. Donc il faut savoir qu'on respecte toujours le nombre de charges, c'est-à-dire que pour un Ca éliminé, 2 Na sont captés. Donc l'échange ionique est réversible, il suffit de retremper en fait le zéolite dans une solution concentrée en ion sodium pour inverser du coup la réaction. Il n'y a pas une déminéralisation totale de l'eau, mais seulement un adoucissement. A l'inverse, on va voir maintenant la bipermutation, qui donne une eau complètement déminéralisée cette fois. Donc cette technique utilise deux résines, une résine cationique qui va échanger des anions contre des ions hydroxyles et une résine anionique qui capte les cations et libère des ions H+. Il faut savoir que ces deux techniques sont concernées par des problèmes de développement de micro-organismes, donc de contamination. Et il faut aussi savoir que ces deux méthodes servent à éviter l'entartrage, c'est-à-dire qu'en pratique, on peut les utiliser par exemple pour le nettoyage de bioréacteurs. On va maintenant passer à une autre technique séparative, l'osmose inverse. Donc, pour comprendre ce que c'est que l'osmose inverse, on va d'abord définir le phénomène d'osmose. Donc, le phénomène d'osmose, c'est un phénomène naturel de diffusion d'un solvant au travers d'une membrane semi-perméable. Une pression chimique pousse le solvant à quitter le soluté le moins concentré à travers la membrane
pour aller diluer le soluté le plus concentré. L'osmose inverse, eh bien, en fait, c'est quand on va appliquer une pression mécanique sur le milieu le plus concentré pour venir contrer cette pression chimique. Ainsi, le solvant va passer dans le milieu le moins concentré. Elle permet d'obtenir une eau complètement déminéralisée. Les membranes semi-perméables utilisées dans cette technique ont des propriétés. D'abord, une grande perméabilité à l'eau, donc un débit important, une grande sélectivité des sels minéraux et matières organiques, une bonne inertie chimique et des propriétés mécaniques. Les avantages de cette technique, c'est qu'on obtient une eau déminéralisée. Cependant, les inconvénients, c'est qu'on obtient une eau ni stérile ni apyrogène. Maintenant, on passe à la technique séparative de la distillation. Donc, c'est un processus qui consiste à chauffer l'eau jusqu'à évaporation. On a obtention d'une eau déminéralisée, stérile et apyrogène, ce qui est un énorme avantage. Cependant, bien que ce processus est très simple, il possède plusieurs limites. D'abord, il est sensible à l'entartrage. L'entartrage, c'est la précipitation de sels de calcium. Il faut traiter les eaux pour les distiller par la suite. Ensuite, il est également sensible au phénomène de primage. Le phénomène de primage, en fait, c'est quand des impuretés non volatiles sont entraînées lors de l'ébullition et polluent le distillat. Pour remédier à ce primage, on a plusieurs possibilités. D'abord, on peut réguler l'ébullition. On peut aussi utiliser un gaz inerte. On peut utiliser l'air au fond du récipient. Ou on peut aussi interposer des obstacles qui vont récupérer ces impuretés. Par exemple, un déflecteur en métal ou un anneau de verre. Ensuite, la distillation est aussi sensible aux impuretés volatiles. Le CO2 ou NH3 existent dans l'eau à distiller ou sont apportés par l'atmosphère. Donc pour remédier en fait à cela, on a le choix entre faire un dégazage de l'eau par chauffage, éliminer la fraction de tête, c'est-à-dire le premier volume d'eau distillée qu'on va obtenir, ou bien éliminer l'oxygène par barbotage de l'eau dans de l'azote. Enfin, on peut aussi avoir des impuretés non volatiles qui sont cédées par la paroi. Les parois étant faites en métaux ou en verre. Donc pour y remédier, on peut soit utiliser du verre neutre, de l'acier inoxydable ou bien déminéraliser des eaux PPI pour les micro-organismes. On va avoir la dernière technique séparative qui est l'ultrafiltration. Donc c'est une méthode de filtration sous pression séparant les molécules dissoutes dans l'eau en fonction de leur taille ou poids moléculaire. On n'obtient pas une eau déminéralisée car en fait les minéraux ne sont pas retenus car ils sont trop petits. On obtient par contre une eau non déminéralisée, stérile et apyrogène. Pour éviter le colmatage, on va généralement faire une préfiltration en avance. On utilise des ultrafiltres qui sont caractérisés par deux paramètres, leur zone de coupure et leur seuil de coupure moléculaire. Donc la zone de coupure, en fait, ça va délimiter la gamme de masse moléculaire retenue partiellement de 0 à 100%. Par exemple, sur le schéma ici, on voit que la zone de coupure est comprise entre 500 et 2500 DA. Le seuil de coupure moléculaire, ça correspond, lui, à la plus petite taille de molécule retenue à 100%. Donc, sur le schéma, ça correspond à 2500 DA. Alors ça, je vous ai mis un petit tableau récap. C'est les essentiels, c'est ce qui retombe tout le temps. Apprenez-le vraiment par cœur. Faut le connaître sur le bout des doigts, quoi. Enfin, on va voir du coup les différents types d'eau pharmaceutique. Donc en fait, il y en a différentes sortes qui vont convenir à différentes formes pharmaceutiques.
On va commencer par l'eau purifiée. Alors l'eau purifiée, elle est obtenue à partir d'eau potable par distillation. C'est une eau déminéralisée. Elle convient à certaines formes pharmaceutiques, mais pas aux formes injectables directement. Pour les rendre injectables, il faudrait qu'elles deviennent stériles et apyrogènes. Maintenant, les eaux PPI. Alors l'eau PPI devra être conservée à l'abri du développement de micro-organismes à une température entre 80 et 90 degrés. C'est pour ça qu'on utilise des cuves de stockage. L'eau PPI est déminéralisée, stérilisée et conditionnée en unidose. Il y a des contrôles à réaliser sur cette eau pharmaceutique qui sont des contrôles de stérilité et d'absence d'endotoxines bactériennes. Alors, on va maintenant regarder les eaux pour irrigation. Donc, on les rapproche souvent des préparations parentérales. Ce sont des préparations aqueuses, stériles et de grand volume, c'est-à-dire supérieures à 500 ml. Ces eaux peuvent être utilisées en dissolution avec un ou plusieurs pH, des électrolytes ou des substances osmotiques actives dans de l'eau PPI. On les utilise jamais en injection, seulement pour l'irrigation. On les conditionne en récipient unidose, donc ça veut dire qu'on aura une utilisation unique. C'est-à-dire que même si après utilisation, il reste la moitié du flacon, et bien on jette tout. Les contrôles à réaliser sur cette eau pour irrigation sont des contrôles de stérilité et des contrôles d'absence d'endotoxines bactériennes ou de pyrogènes. Donc on va maintenant regarder les eaux pour hémodialyse. Donc il faut savoir qu'une eau pour hémodialyse, c'est une eau qui est utilisée pour la dilution de solutions concentrées pour hémodialyse. Elles ont le même procédé de fabrication que celui de l'eau purifiée et elles permettent d'épurer le sang des toxines. Donc on utilise des quantités très importantes de traitement. Il faut savoir qu'on utilise à peu près 400 litres d'eau pour hémodialyse par dialyse. Donc l'eau pour hémodialyse peut contenir des minéraux et ions, mais seulement en quantité limitée. Pareil, il faut faire très attention à la concentration d'aluminium et de zinc, car ils peuvent devenir toxiques à trop forte concentration. Les contrôles à réaliser sont des contrôles de dosage d'ions et des essais de contamination microbienne et d'endotoxines bactériennes.